Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le peintre irakien Ghassan Faidi. Nous sommes le 5 février 2021 et j'ai le plaisir de pouvoir interviewer Ghassan. Ghassan, bonjour. Bonjour Mathieu, un plaisir. Merci de nous recevoir dans votre atelier en plus. Avec un grand plaisir, hein. C'est un grand plaisir si vous êtes là encore meilleur, quoi. On est de loin, mais c'est un plaisir de vous voir déjà. Tout le plaisir est partagé, Ghassan. Merci beaucoup. Je voudrais Merci commencer beaucoup cette Mathieu. réunion en remerciant donc Raphaël Toussaint qui nous a permis de nous rencontrer. D'accord? Et ensuite, ma première question est la suivante. Vous êtes né le 1er juillet 1948 dans la ville de Bassora, dans le sud de l'Irak. Oui, J'aimerais beaucoup connaître un petit peu l'ambiance dans laquelle vous avez grandi dans le Bassora de votre enfance. je suis né en 1948, 1er juillet. Ça avait cette date vraiment choisie par le gouvernement irakien. Tous les Irakiens, ils sont nés 1er juillet ou 48 ou 49 ou 50. Toutes ces dates-là trafiquées, mais on ne sait même pas notre date de naissance, sincèrement. Mais j'accepte ces dates-là. En tout cas, Bassora, c'est une ville magnifique qui est souffert par la guerre, bien sûr. Et malgré tout ça, elle garde ses cultures. Certains moments de l'histoire, on dit Bassora, c'est la Venise de l'Orient. C'est la percée de la civilisation du monde, quoi. Les Sumériens. Bassora, c'est une ville qui est riche au pétrole, la culture, la Venise de l'Orient, la ville de Sindbad des marins, et puis en même temps, de plupart des Basraouis, qu'on dit, c'est des gens vraiment intellectuels, artistes, qui ont vraiment nourri l'Irak par leur culture. Et puis en même temps, on n'oublie pas, Bassora, c'est la rencontre, le Tigre à l'Euphrate, qui se rencontre dans une petite rivière qui s'appelle Chott el Arab. Leur lieu de rencontre s'appelle El Gorna. C'est un petit, il a créé une petite île, il paraît. Dans cette île-là, il y a l'arbre éternel d'Adam et Ève, comme on dit dans l'histoire, il est toujours là-bas. Et puis, ça continue cette rencontre pour créer la rivière qui s'appelle Chott el Arab, qui termine dans le golfe arabo-persique. Vous avez dit justement que Bassora, c'était la capitale culturelle du sud de l'Irak. Quels étaient les premiers peintres que vous avez pu rencontrer ou les courants artistiques qui vous ont influencé à cette époque? Oh, Bassora, c'est vraiment une ville qui, bon, moi, quand j'étais étudiant, j'étais tiré par l'art. J'avais un professeur qui s'appelle Adham Ibrahim. C'était un très bon peintre qui était mon prof de l'école, qui m'a vraiment parlé beaucoup de beaux-arts de Bagdad. Et puis, je connais, à l'époque, je connais pas vraiment beaucoup de peintres à Bassora. Je connais que celui. Et puis, quand on a rentré à Bagdad, je découvre des peintres de Bassora qui sont super grands, comme le grand peintre Salah Tchad, malgré qu'il nous a quittés depuis pas très longtemps. Faisal Alabi, qui était aussi des grands peintres. Et puis, Khaled, j'ai oublié vraiment certains noms. Maintenant, il y a Al-Sharadi aussi, qui était un bon sculpteur, un bon. Et puis, au niveau des poètes, il y avait vraiment Al-Sayab, le grand Beder Shakr Al-Sayab, qui était le plus grand poète irakien, qui, qui chantait dans sa poésie la meilleure chose de Bassora. Votre père Daoud était architecte. Il vous dédiait à une carrière dans la marine marchande. C'est bien ça? Oui, mon père, il était c'est moi qui voulais être pilote dans la marine marchande, que pilot s'appelle, hein. Mon père, il voulait m'envoyer là-bas. Il était un ingénieur des plateformes, mon père. Et puis, vraiment, je ne connais pas très bien mon père parce qu'il est mort en 1956. J'étais un peu gamin. Je ne connais même pas qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, pourquoi il nous a quittés. On était 7 personnes à la maison.
il y a ma soeur, il y avait mon frère, tout ça. Et puis, il voulait absolument que je sois dans cet destement, que je sois dans une pilot de bateau marchand, de quoi. Et c'est pas vraiment marché pour moi, quoi. Et puis, j'étais plutôt dirigé vers l'art. Et comment est née justement cette passion pour l'art et la peinture? À quel âge ça s'est développé? Et qu'est-ce qui a suscité cet engouement pour vous vers la peinture? La peinture, ben, quand j'étais petit, je dessine toujours la bande dessinée, quoi. J'aime bien copier la bande dessinée. Et puis, comme on avait une maison pas loin de la rivière de Châtel-Arabe, comment ça s'appelle, on voit les bateaux, il y a le tatier, j'étais toujours tiré par ça. Je fais mon petit carnet sur les toits, je dessine un peu tout, quoi. Même je dessine les chauves-souris, je dessine vraiment les mouettes et les pigeons et tout ça. Je le vois qui sont sur notre tête, quoi. Alors, vraiment dans ma tête, je voulais pas être dans le domaine de l'art, sincèrement. Mais c'était le destin, comme on dit. Donc, dès votre enfance, vous sortiez dehors, au bord du Tigre et de l'Euphrate, avec votre petit carnet, vos crayons, et vous commenciez déjà à dessiner, à faire Les les couchers croquis de de tout ce... soleil, je dessine un peu les bateaux, je dessine un peu tout. Surtout avant, je dessinais, si vous voulez, sur une velours noir, sur une colère blanc, je dessine le datier avec le coucher de soleil ou la lune. Plein noir. Et ça plaît beaucoup de gens. J'ai vendu pas mal. J'avais peut-être 15 ans ou 14 ans. Je l'ai vendu à quelques dinars. J'étais content. Après, je dis, ça m'encourageait, les gens qui admiraient ce que je fais. Je dis, tiens, je veux absolument faire quelque chose. Après, l'histoire d'aller à Bagdad, c'est une autre histoire. Alors justement, de 1966 à 1970, vous avez intégré l'école des beaux-arts de Bagdad. Je voudrais savoir un petit peu comment ça s'est passé, votre transfert de Bassora à Bagdad, et comment s'est passé les premières années juste de la peinture dans ces années-là à Bagdad. On savait, il y avait toujours des concours pour entrer dans les beaux-arts de Bagdad. C'était très sévère, vraiment. Il faut que tu sais dessiner déjà. Oui. Parmi des D'accord. centaines de personnes, ils sélectionnent 40 par an ou 50 dans le dessin dans différentes branches parce que le Beaux-Arts s'appelle l'Institut de Beaux-Arts de Bagdad. Et puis, c'était très difficile. Il y a de grands profs, il y a vraiment des maîtres de l'école de Bagdad à l'époque. Nous, on était jeunes, on a dit, bon, j'étais accepté parmi les 40 personnes dans la branche de dessin, c'était un dessin collectif, c'est-à-dire on fait tout à la fois. C'était difficile, donc j'imagine qu'il y avait une grande fierté à intégrer cette école. Ben, c'est vraiment qui m'a encouragé dans cette école. Il y avait des copains, un musicien qui s'appelle Fawzi El Haïdi, et il est parti avant moi à Paris, qui m'a beaucoup parlé de l'Institut de Beaux-Arts de Bagdad, de Paris, bah, de Bagdad aussi, avant Paris, parce que lui-même, il a encouragé pour venir. Il est parti à Paris avant moi. Il m'a encouragé pour venir, m'a dit, bah, tu es un artiste, tu dois venir ici, de bonnes ambiances pour toi, tu vas créer une carrière magnifique. Bon, j'ai rentré à Bagdad et je n'étais pas perdu, si tu veux. J'ai trouvé Fawzi, mon ami, que j'aimais bien. Après là, je découvre d'autres peintres de Bassora qui étaient. Fawzi, c'est un musicien, c'est pas un peintre. Parce que l'Institut de Beaux-Arts, il compose les études de théâtre, de musique et le dessin. Le dessin complet. Ça veut dire, il y a parmi quoi, les sculptures, les mosaïques, tout ça dans les différents sens de l'art. Donc vous fréquentiez beaucoup d'artistes à Bagdad dans ces années-là. J'imagine qu'il devait y avoir une effervescence culturelle dans cette fin des années 60 là-bas à cette époque. C'est magnifique. C'est vrai, c'est les meilleures années de notre vie, sincèrement, parce qu'il n'y avait pas de pression politique à l'époque. Il y avait pas, c'était une période, même politiquement, elle était très calme. Moi, j'ai commencé, j'étais pas, il n'y avait pas de lieu pour les étudiants à l'époque dans le foyer des étudiants, comment ça s'appelle, l'interne, comme on dit en France, qui te rend normalement, c'était complet. J'étais obligé d'aller chez mon oncle. Mon oncle qui m'a reçu chez lui pendant un an. Après, je commence à sortir, gagner ma vie. J'ai dessiné des affiches de cinéma. Et je dessinais aussi les tragiques religieux qui s'appellent Ashura. Ashura, l'assassinat de la famille de Mohamed, de Hussein, tout ça. C'est un truc un peu religieux. J'ai gagné ma vie.
Et j'ai fait en même temps, j'étais content, j'étais admis à Beaux-Arts, puis je trouvais là, je découvre des grands peintres de l'Irak, des grands dessinateurs. J'étais impressionné par leurs dessins, comme le grand peintre Salah, puis Faisal, qui étaient les meilleurs amis jusqu'à maintenant. On a Vous aviez j'ai perdu mon des bonnes copain. relations avec vos professeurs. Vos professeurs vous ont beaucoup appris dans ces années-là? Euh, euh, Bien sûr, c'était des bons professeurs de l'école de Bagdad. C'était tous les profs qui étaient étudiés en Europe, qui étudiaient par exemple en France, en Italie, en Allemagne, les pays de l'Est, comme on dit. Ils nous ont appris beaucoup de choses, sincèrement. Mais la seule chose qu'on n'a pas eu, les modèles nus, tout ça, on a toujours des modèles un peu simples, quoi, les gens qui posaient. Même des sculptures, c'était pareil. On copiait toujours les sculptures de David et de Michel-Ange, qui étaient dans l'atelier des sculptures. On les copie un peu. De temps en temps, si vous voulez, si tu veux, on décide de collègues, ou on fait le stade de collègues, des sculpteurs de collègues. Bien sûr. En 1970, vous sortez diplômé donc de l'école des beaux-arts de Bagdad et vous intégrez le quotidien de l'opinion de Bagdad. Comment ça s'est passé ce transfert de sortir de l'école et d'intégrer un journal? Bah, c'est-à-dire, c'est pas vraiment intégré comme il faut. C'est-à-dire, moi, j'étais toujours tiré pour être dans la bande dessinée, quoi. J'ai fait un stage un peu dans les Magelletti, les grandes. Et je n'ai pas resté longtemps, mais ben, cette Magelletti, c'est un pour les enfants. Je restais un peu de temps. Après, je partais dans un autre journal qui s'appelle L'Opinion de Bagdad. Je travaillais comme un dessinateur de pages, quelquefois des caricatures politiques. J'ai gagné ma vie pendant 4 ans dans l'école de l'Académie de Beaux-Arts, parce que j'ai intégré dans l'Académie. Vous faisiez des caricatures même politiques dans ce journal. Vous Et faisiez des caricatures oui, également. de politique un peu, pas trop, un peu, ça savez, il y avait toujours après, ça savez, 1968, il y avait des coups d'État de Saddam Hussein qui arrivait. On n'était pas vraiment très libre après. Alors, on a peur de faire les choses comme il faut, hein. On est un peu conditionné. Même, vous savez, Et vous faisiez même des... que j'étais jeune, j'avais les cheveux longs et les Beatles, comme on dit. La police de Ah Saddam oui, Hussein, ils m'ont coupé tous mes cheveux dans la rue devant le public. Ils m'ont coupé carrément les cheveux là. d'accord. C'était l'époque où j'avais beaucoup de cheveux. Bon, malheureusement, c'est l'âge, on perd tout. Mais enfin, ils l'ont coupé, ils Pas l'ont pas. toléré d'avoir des cheveux longs. Oui, j'avais les cheveux très longs, mais en même temps, les filles, par exemple, les filles chez nous en Irak, avec la mini-jupe, et la police, ils mettent des acryliques sur les jambes, la fille, dans la rue, carrément, avec les pentlights à l'époque qu'on l'utilise. C'était une période très, très cruelle. Alors, j'ai dit, quand j'ai fini mes études, je dois partir ailleurs. Et voilà, j'ai créé un autre départ pour être là à Paris aussi, et Donc c'est pour grâce à ça mon qu'en ami. 1974, qu'est-ce qui vous fait décider de partir à Paris justement? C'est le manque de perspectives professionnelles, la situation en Irak et pourquoi Paris? Ça va, c'est une bonne question. Sincèrement, moi, je ne veux pas venir à Paris, si vous voulez la vérité. Eh ben, d'abord, Oui. moi, j'ai fait à l'époque, à le Centre culturel français à Bagdad, ils ont fait un concours pour les fêtes de Noël. Ben, la fête de Noël, c'est-à-dire, j'ai dessiné Jésus qui montait au ciel avec des colombes et tout ça. Et ils m'ont donné la première prix de cours de langue française euh, dans l'Institut de Centre culturel français à Bagdad. Et puis, comme moi, je n'étais pas sérieux, j'ai dit, bon, je vais aller en Angleterre parce qu'on parle mieux l'anglais, tout ça. Pour Oui. prendre le visa, figure-toi, le visa pour aller en Angleterre, le gouvernement irakien à l'époque, il a dit non parce que les Angleterres, ils ont une position contre l'Irak, c'est pas un truc politique. Pourquoi tu ne choisis pas la France? Je dis, tant mieux, je prends la France. Et là, quand j'arrivais, il y avait des amis à Paris qui m'ont recueilli. C'était super. Je découvre Paris, quoi. Alors j'ai vu que dans ces années-là, dans votre biographie, vous jouiez du oud dans le métro parisien tout en essayant de vendre des toiles que vous aviez avec vous. C'est bien cela? Non, non, je ne vends pas d'étoiles. Non, ça, c'est pas vraiment. Quand je suis venu en France, j'avais 1500 francs dans ma poche. Hein? Je n'avais pas beaucoup de sous. Alors, j'ai trouvé un logement par un collègue, bien sûr, irakien.
Vous savez, c'est un peu drôle cette histoire-là. Mais il a laissé les chambres pour lui au 6e étage. Et j'avais un concierge j'ai fait une étoile sur elle, qui n'aime pas trop les étrangers. Alors moi, je le dessinais même un dessin sur elle. Je le gardais. Ils m'ont viré 6 mois, ils m'ont viré dès le 6e étage. Voilà. Et puis, j'ai commencé à jouer dans le métro pour gagner ma vie, de musique et tout ça. Et puis, D'accord. une chose qui m'a sauvé, comme j'étais un peu connu en Irak comme peintre, l'ambassadeur d'Irak, il m'a invité à faire un expo dans le centre culturel irakien. Et il achetait toutes les toiles à l'époque. J'étais avec 2 collègues, Ouais, à qui il est là aussi, et puis Sanat et Mimi, ces 2 collègues, ils ont participé à l'expo avec moi, 1976. Voilà. d'accord. Et alors, du coup, dans ces années de bohème, les années de bohème parisienne, vous avez été remarqué par un peintre de la place du Tertre à Montmartre qui vous a dit un jour, écoute, je vois que tu as des toiles avec toi, c'est pas mal ce que tu fais, tu Ah devrais oui, venir avec nous à la place du Tertre faire des caricatures. c'était mon ami. Bah, à l'époque, c'est pas mon ami, c'est par hasard. Les arts, c'est créé une occasion magnifique de fois. Alors, ça s'appelle Christian Fournier, c'est un ami. Maintenant, un ami qu'on est toujours en contact jusqu'à maintenant. Il descend à l'époque, je jouais au Place de Clichy, j'étais par terre avec ma carton de descente derrière, avec une bouteille qui s'appelle Sid Ibrahim, l'alcool. Je bois une goutte pour avoir le courage de jouer devant le public, parce que c'est pas très facile. À l'époque, on était jeunes, 23 ans, 24 ans, c'était pas vraiment facile. Et puis, je vois un mec qui se met devant moi, un beau mec très sympathique, avec le carton de descente derrière lui. Il écoutait la musique, il était très, très attiré par ce que je joue. Et puis, il dit, bon, excusez-moi, vous êtes de quel pays? On commence à discuter. Il a vu mon dessin, il m'a dit, oh, c'est dommage, tu ne viens pas à Montmartre de travailler avec nous, et tout ça. Et l'histoire, ça commencé comme ça. Et puis voilà, jusqu'à maintenant, je suis un peintre de Montmartre et je suis ravi d'être peintre de Montmartre, sincèrement. Et donc j'imagine que vous avez croqué énormément de portraits de gens comme ça sur la place du Tertre. Vous en gardez des bons souvenirs de cette époque-là? Eh bien, bien sûr, j'avais beaucoup. Attends, j'étais à Montmartre quand on arrivait, c'était merveilleux, c'était magnifique. C'est à l'époque, moi, je gagne 150 francs par jour dans le métro, puis la Beaux-Arts, il faut acheter le matériel de Beaux-Arts, c'est un peu. Alors, premier jour, je fais 1500 euros, pas francs, pardon, c'est moi. Alors, c'était un cadeau pour moi. Je trouvais Sandy. Mais ça rentre, les autres jaloux, ils appellent la police. Et je finis souvent la soirée dans le commissariat de police. Souvent. Ah oui, vous étiez pris par la police et vous avez Pas- dû passer du temps dans les commissariats Oui, parce oui. que c'était pas toléré de pouvoir Ça faire fait des... pourquoi? Parce que dans la carte de séjour, ça marquait étudiant. Alors, à l'époque, il faut qu'il soit artiste peintre. Et on ne sait pas comment c'est déroulé à l'époque, ce truc-là. Mais après, c'est une autre histoire. Je sais que vous avez passé du temps à jouer du oud dans le métro parisien. Il y a un très grand maître irakien qui joue du oud et qui est également, comme vous, de Bassora, qui est Mounir Bachir. Est-ce que vous avez déjà rencontré Mounir? Est-ce que vous avez beaucoup écouté sa musique? Non, pas vraiment. J'adore sa musique, mais j'ai pas l'occasion de fréquenter cette personne qui était magnifique. C'est une icône de la musique irakienne, sincèrement. C'est génial, j'ai pas, désolé, mais je connais un autre que j'ai fréquenté à Beaux-Arts qui s'appelle Salman Chouka. Et, et là aussi, quand j'étais à Beaux-Arts, j'ai appris un petit peu de jouer de luth à Bagdad. Ça, je fréquentais un peu. Je trouvais ça génial comme prof de musique. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique quand vous peignez dans votre atelier? Oui, j'aime bien. Bravo. Cette musique, c'est mon source spirituelle. J'adore. C'est souvent la musique classique. Je me sur France Inter ou musique classique. J'adore. Des fois, Kaltoum. J'adore Kaltoum, les grands chanteurs égyptiens. Sûrement, vous connaissez. Tu connais ça, non? Je crois que j'adore parce qu'il y a un peu de nostalgie de l'Orient. Un Oui, bien peu. sûr. Les classiques de la musique arabe. Oui, voilà. C'est génial.
bien Et sûr. puis, ça me fait penser Vous aussi êtes resté les vous êtes resté souvenirs. combien de temps à Paris? Je travaille beaucoup à Montmartre depuis des années. Je fréquentais ma femme à Place de Tête à Montmartre. Et puis, on s'est mariés à Angles, où actuellement, que je vis. Et je restais de Ah, c'est 1974 jusqu'à 1998. Après, j'ai quitté Paris pour venir installer à Angles. C'est la famille de ma femme. Voilà. donc vous êtes maintenant à Angles, en Vendée, c'est là que est votre atelier. Vous avez donc peint pendant longtemps sur Paris. Vous aviez un atelier là-bas sur Paris pour peindre? Vous savez, à l'époque, j'étais membre de l'association, ça s'appelle Arbouge à Saint-Ouen, la ville de Saint-Ouen. Ils m'ont ils m'ont prêté un atelier d'artiste peintre pendant des années. Alors, on fait d'expositions avec des collègues, des peintres français de Saint-Ouen. On était peut-être 7 ou 8. On fait d'activités culturelles magnifiques, vraiment. D'expo dans le château. Puis, même le musée, il a acheté une étoile. Il a pris une étoile. Jusqu'à maintenant, l'étoile s'appelle Feu d'artifice sur Bagdad, une grande étoile. Et cette étoile-là, elle a une histoire. Si vous voulez, je vous parle de ça. Et puis, c'était une histoire terrible quand il y a le pilote américain qui a bombardé Bagdad. Il a dit oui, il a tué plein de monde. Il a dit c'est comme un feu d'artifice. C'est génial. Bagdad, c'était illuminé, une lumière magnifique. C'était avec un feu d'artifice et la bombe qui tombe sur les gens, qui tue les gens. Et cette mot-là qui m'a blessé profondément. J'ai fait une grande étoile qui condamne cette terrible attaque pour la population civile irakienne. Et cette toile, elle est visible à quel endroit maintenant? Dans le musée de Saint-Ouen, D'accord. le ville Saint-Ouen, dans le musée. Maintenant, Gaston, si vous me le permettez, je vais vous montrer une toile que vous avez fait et je vais vous laisser la commenter, si vous voulez bien. Si tu veux. Voilà, vous la voyez? Oui, oui, c'est bien, c'est un toile qui pense d'un souvenir de femme qui entasse son souvenir dans une petite malle derrière. Oui, on la voit. Puis il regarde l'espoir. Et derrière elle, il y avait tout le passé. Souvenir des passés, un peu dans ma pensée. Et puis, je pense toujours dans ma peinture, je penche la tête un peu. Je trouve que c'est le repli sur soi-même. Et dans ce penchement, il y avait deux contrastes, la lumière, l'ombre et la lumière qui créaient notre vie. C'est-à-dire, nous sommes une vibration de cette lumière-là. Deux fois, il y a le plaisir, il y a la joie dans la lumière. Et de l'autre côté, il y a la tristesse, si tu veux, dans l'ombre. Alors, Bien sûr. plus il y a d'autres significations dans moi, le côté l'homme, c'est le côté masculin et la lumière, le côté féminin. Cette intégration, pour moi, c'est très important. La femme fait partie intégrante de votre inspiration pour vos toiles. C'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Bien sûr, la femme, c'était, comme disait Aragon, l'avenir de l'homme. Lui, Aragon, et je trouve que c'est vrai moi, pourquoi? Parce que, vous savez, quand mon père a décidé, il est mort, ma mère, il a vraiment sacrifié toute sa jeunesse pour nous, elle a vraiment donné le meilleur d'elle-même. Elle était belle et jeune à l'époque. Il ne voulait pas passer à d'autres vies que nous, quoi. Alors, cette vibration Bien sûr. humaine qui restait dans ma mère, il se reflète dans ma peinture. C'est pas seulement moi, ça concerne beaucoup de monde. D'accord. Je vais vous montrer maintenant une deuxième toile et je vais vous laisser nous expliquer comment vous travaillez pour composer une toile comme celle-ci. Ah, c'est l'étoile, vraiment, c'est la blessure d'une femme. Après, tu savez, c'est un aquarelle. Et l'étoile, il était parti à Copenhague. Il n'était pas chez moi. Il était un collectionneur qui l'a pris là-bas. Une dame qui était gentille, qui est amoureuse de cette toile, elle l'a gardée. C'est la tendresse d'une mère, la blessure d'une jeune fille. Après, je pense que chacun de nous, il possède une histoire. Quand il termine son histoire, comme une fleur fanée qui tombe dans la terre, par terre ou dans l'oubli, le refuge dans les bras de sa mère.
c'est un sort d'espoir, comme il faut continuer la vie. Elle regarde là-haut, voilà, la femme qui regarde là-haut, c'est-à-dire l'espoir toujours lointain, mais aussi proche dans mes bras. C'est l'histoire de cette étoile. Tu peux répéter? Quand vous avez une, quand vous avez une Ouais. toile blanche, quelle est, quelle est votre idée de départ pour composer une Vous toile comme savez qu'est-ce celle-là? qu'il disait Leonardo da Vinci? Hein? Quand tu vois une étoile blanche, il faut cogner des dents. Et je trouve c'est vrai. C'est Leonardo da Vinci dit. Quand tu vois une surface blonde, il faut cogner des dents pour vider ta pensée, vider son inspiration. J'ai appris ça depuis longtemps. Vous savez, il disait dans l'art de Renaissance, les gens ils cherchaient une histoire dans chaque toile. Et je pense dans la peinture, il faut créer une histoire. Si n'était pas d'histoire dans la toile, l'histoire, elle parlait bien. Quelle est beauté fugitive? Il faut une histoire dans chaque toile. Il y a beaucoup d'artistes qui disent non, c'est pas nécessaire, mais c'est ma Bien point de sûr. vue. Il faut créer une histoire. C'est comme un écrivain qui crée un livre, un poète qui crée, il crée un livre. Il faut que les gens qui rentrent dans le domaine de la toile. La beauté, c'était très relatif dans tous les sens. Mais il faut mélanger la beauté et la Bien cruauté à la sûr. fois pour créer une dynamique dans la toile. Gassan, quand on traverse une période telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les crises sanitaires, etc., comment est-ce qu'on garde une lueur d'espoir et qu'on la fait transparaître dans son art, tel que vous le faites, à travers la peinture? Je ne sais pas, vous savez, il y a une multi-histoire dans ma peinture. Il y a l'histoire des jeunesses, des guerres, beaucoup de guerres malheureusement. Si tu prends même parcours, même sur Wikipédia, partout, il y a des trucs, ils ont parlé de ça. La guerre, elle m'a marqué pendant certains moments de ma vie, mais je n'utilise pas la guerre comme un prétexte pour présenter l'artiste, non. Il disait Van Gogh, à un moment, je reviens dessus, il faut être un être humain avant que tu sois artiste. Le côté humanisme dans ma peinture qui domine la pensée cruelle de la guerre. Et chaque étoile, il a un côté spirituel. Je suis dans la spiritualité de la toile. Et puis, pourquoi? Peut-être parce que quand je travaillais à Beaux-Arts avec Monsieur Jean Berthold, mon prof, il était très tiré par la peinture art moral. Quand même, j'ai travaillé avec lui. On était des élèves, on était tirés par ça. Il nous a parlé beaucoup des grands artistes de Francisco, qu'il était italien. Et c'était un amour de ces. Il parle de la religion à la fois et la souffrance de l'humanité. On est obligé, même je travaille avec le vitrail, les beaux-arts, quand je rentre dans l'église, je vois cette vibration lumineuse qui raconte des histoires. Pas seulement avec les sujets, mais avec la lumière aussi. Et la lumière qui nous donne une vibration spirituelle qu'il faut vraiment la Tout à fait. traduire hors de l'église, hors de soi-même, pour les gens qui sont cette beauté et la souffrance et la joie. Exactement. Et vous parlez tout à l'heure vous parliez tout à l'heure de Wikipédia et il y a une Ouais. citation justement de Raphaël Toussaint qui compare votre art avec celui de l'art du vitrail également. Et c'est vrai qu'on retrouve une espèce d'icône comme ça que vous croquez à travers votre peinture, telle qu'on pourrait le retrouver dans les vitraux des églises. Vous êtes conscient de ça, qu'il y a quand même un parallèle avec l'art du vitrail? Je suis conscient de ça, c'est vrai. Il y a des vibrations de vitrail. C'est-à-dire pourquoi? Parce que, vous savez, comme deux fois, je dis, ma peinture, c'était comme cubisme arrondi. Vous savez, cubisme arrondi, ça veut dire, le vitrail peut être géométrique, un peu sec, mais je dis, c'est donner la forme de ronde, la forme toujours ronde, dans l'atmosphère lumineuse, qui me fait penser de la vitrail. Pourquoi? Parce que la forme toute ronde dans l'église ou même dans la mosquée, dans un pays islamique, tout ça, la rondelle, ça donne une sérénité. Tu le vois, Oui. le mur, il ne va pas tomber sur toi. Non, il t'encadre carrément. Et dans la toile, dans le vitrail, j'ai trouvé ça aussi. Quand la femme, elle penche sur Jésus dans la croix, je trouve que c'est très beau. Humanisme, je ne rentre pas dans la religion. C'est très humanisme. Et ça, j'ai envie de le Oui. mettre hors de l'église, hors de la vitrail classique, quoi.
Quand on regarde les chevelures des femmes que vous peignez sur vos toiles, on voit des fois comme s'il y avait un courant d'air qui emmène leur chevelure loin, et leur chevelure se termine comme, on pourrait imaginer, une calligraphie arabe un petit peu, une écriture comme ça. Est-ce que la calligraphie, c'est quelque chose qui, dans votre peut-être subconscient, vous aurait inspiré? Bien sûr, la calligraphie, savez, moi, quand j'étais à Beaux-Arts, Berthold, il m'a beaucoup orienté sur l'art oriental, que ce soit la calligraphie et la mésopotamie. Mais je vais dire un truc. Quand je suis venu euh, en France, la première chose que j'ai fait, aussi sans rentrer dans les détails, c'est visiter le Louvre. Et je vois tous les Mésopotamies, c'était l'Antiquité, c'était tout en bas. Tout mon histoire comme Basraoui, de Basra, la ville de Soma, elle était tout en bas. Ouais, je découvre. Et quand je parlais, Oui. mon prof, il me dit, voilà, il faut vraiment orienter sur sa propre culture. C'est vrai, tu es un dessinateur académique, tu sais très bien dessiner, mais il faut créer une personnalité. C'est ça qui m'orientait. Alors, ma personnalité, alors, ce serait la calligraphie, comme vous dites, comme tu dis actuellement, il y avait le mouvement de calligraphie arabe qui part dans l'air un peu, dans les cheveux. Comme on dit la lettre salam, la paix entre ou l'amour, tout ça se passe dans le mouvement des personnages. Gassam, est-ce qu'il y a des peintres contemporains qui vous inspirent ou alors que vous admirez des peintres d'aujourd'hui? Avec Klimt et Augenschein, j'aime beaucoup Matisse, par exemple, des peintres français je l'aimais beaucoup. Vous dites Picasso aussi, mais j'ai pas les mêmes feelings Picasso que les autres. Je trouve que c'est magnifique. Ces gens-là c'est notre base, c'est le dictionnaire de notre culture actuelle. En parlant de Picasso, Gassan, on vous décrit souvent comme le peintre post-cubique. Est-ce que c'est un adjectif qui vous convient? Vous savez, moi, ce que je disais, même lui, Picasso, quand il a fréquenté la première journaliste, il demandait les mêmes questions. Tu sais comment il a répondu? Il a dit, moi, je copie tout le monde, sauf moi-même. Picasso, il a pris plusieurs personnalités de l'art. Il a vraiment développé l'art. C'est la père de l'art moderne. C'est magnifique, mais enfin, c'est pas forcément l'amour à tout le monde. C'est pas l'estimation à tout le monde. Bien sûr, Puis, bien sûr. quand tu parles de cubisme, le cubisme, il a pris beaucoup de Braque, Georges Braque. C'est lui qui était pour moi le maître de la cubisme. C'est personnel, c'est ma point de vue. Du projet que vous avez actuellement, d'écrire un livre. Ah bah oui, justement, j'ai le livre, j'ai la clé déjà devant moi. C'est un livre, c'est un sort de parcours immortalisé, mais parcours de peintre exilé, on peut dire on a venu comme réfugié dans ma tête, on est venu dans un monde tout à fait différent que le nôtre, mais on a quand même nourri notre personnalité de l'art. On est enrichi par l'art européen. Je suis intégré dans l'école de Paris, comme j'ai intégré dans l'école de Bagdad. Ce truc-là, j'ai envie de le mettre immortalisé dans un grand livre. C'est vraiment une histoire longue, difficile, aussi jolie à voir. C'est un livre qui parle de différentes périodes de ma vie. On a déjà situé certains passages de Jules Van Mistral, Montmartre, les Beaux-Arts, les dessins nus de Beaux-Arts aussi, le modèle nu que je découvre la première fois dans ma vie quand je suis venu en France. La femme qui pose nue, c'était magnifique. Tu vois les détails, tu vois le volume, tu sens la beauté de l'être humain, comment il faut le faire. C'est pas l'imagination. Tout ça enregistré dans ma tête, je peux même utiliser maintenant. Certaines images, elles restent fixes dans ma tête. Très bien. Eh bien, on est déjà impatient de pouvoir se jeter dans les lectures de votre biographie à venir, dans votre livre. C'était un plaisir de vous avoir pour cette interview, Gassan Faidi. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment un personnage super intéressant. Ça me fait plaisir de faire cette interview. J'espère que j'ai donné le meilleur de moi-même dans cette interview, avec mon accent, bien sûr. Hein? Ça doit être agréable d'être associé avec toi dans cette vidéo. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure cette interview. Le mot des femmes, moi, je rêve de toute ma vie que le monde. Ça m'a fait pleurer, ça. Moi, je ne veux pas dire.
On vous sent ému. Oui, je rêve que le On vous monde sent ému. il sera en paix. C'est tout. Je Eh bien, c'est sur suis, un message toute ma vie, je d'espoir. donnais le meilleur de moi-même pour la paix, pour l'humanité. Et voilà. Merci, merci beaucoup, Gassan. Merci À toi, bientôt. André. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je remercie beaucoup mon ami Rafal Toussaint qui m'a donné l'occasion de faire ce reportage avec Mathieu, qui était adorable. Je remercie beaucoup ce peintre-là qui a beaucoup d'estime, de respect et d'amour pour lui. Je lui souhaite de longue vie et longue création. Merci, Raphaël. Merci, Mathieu. À bientôt.